Donc l'image qui était avant le titre, c'est une image de Ernst Haeckel qui illustre, parmi évidemment bien d'autres, les structures complexes qu'on trouve dans le monde vivant. Donc ça c'est le titre, illustré avec une image de Dali, comme vous avez pu reconnaître peut-être. Donc je vais parler donc de deux types de complexité qui existent, principales, à mon sens. C'est une idée que je défends depuis longtemps, après Charles Bennett qui lui-même l'a introduite et défendue, et qui, je pense, mériterait d'être mieux connue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc il y a deux concepts qui mesurent la richesse en information et en structure, d'une structure, on va dire, numérisée. Alors ça pourra vouloir représenter des objets du monde physique ou pas, mais on imagine toujours qu'on a affaire à des objets numériques. Le résumé de ce que je vais dire, c'est la chose suivante, c'est que la complexification de l'univers doit pouvoir s'interpréter en termes d'information et de calcul, et qu'on peut en tirer une vision peut-être simple, non physicienne de l'évolution cosmique, et peut-être même d'ailleurs des idées pour formuler une éthique qui concernerait plus facilement des grandes quantités d'êtres vivants, éventuellement numériques. Éventuellement des robots, etc. Donc, classiquement, hein, on parle de complexification, c'est un mot qui est utilisé par les biologistes, avec une certaine prudence, qui est utilisé aussi par exemple, Hubert Reeves, qui est très connu pour avoir développé cette idée-là. Donc je vais lire cette citation d'un livre de 1986. Nous savons que la vie n'a pas toujours existé, mieux encore, nous savons que l'organisation n'a pas toujours existé. La matière s'éveille d'un chaos primordial pour donner naissance, par paliers successifs, à des êtres de plus en plus complexes. Les vivants, au sens le plus ordinaire du terme, sont les derniers nés de cette séquence évolutive. Donc c'est bien l'idée d'une complexification de l'univers. Alors quand on demande à Dali, après je vais m'arrêter avec Dali, hein, vous inquiétez pas, quand on lui met le prompt, la marche vers de plus en plus de complexification, animaux, humains, êtres humains, ordinateurs, photos, il vous dessine ça, ce qui est pas mal. Bon. Alors, la matière et l'énergie sont des éléments essentiels pour comprendre l'évolution. Évidemment, un physicien ne dira pas le contraire, il va se concentrer surtout sur ça, mais moi j'affirme que le calcul et la mémoire sont aussi des éléments qu'il faut prendre en compte pour comprendre cette évolution vers plus de complexité. Et la théorie du calcul va nous aider à faire ça. Elle donne un sens précis au mot complexité, ou plus exactement, elle en donne plusieurs, et elle conduit à une vision de l'évolution de l'univers en termes non matériels, donc un peu indépendants de la physique. Pas indépendante totalement de la physique, mais un peu indépendante. Donc la vision informationnelle et computationnelle de l'univers va permettre une interprétation de l'évolution cosmique comme un progrès du calcul, et ça peut conduire à des considérations de nature éthique si on le souhaite. Alors les grands noms associés à ces idées, c'est Kolmogorov, Grigory Chetin, Leonid Levin, Charles Bennett, dont je vais reparler, et puis quelques autres, et puis on peut mettre des petits points et en rajouter beaucoup, peut-être Hector Zenil, maintenant Hector Zenil, il est mis dans la liste, il est présent là. Très bien. Donc l'idée, c'est de voir l'évolution cosmique comme un progrès du calcul. Je ne reprends pas cette pyramide de la complexité, c'est une façon de le voir. Les astrophysiciens décrivent l'évolution de l'univers comme un refroidissement, faisant apparaître des composants stables de plus en plus complexes. Donc c'est cette idée-là, mais est-ce qu'on ne peut pas interpréter ça un petit peu en termes de calcul? Oui. Donc on doit pouvoir avoir une version informationnelle de cette évolution. L'univers donne naissance à des structures qui font des calculs, et, chose absolument essentielle, les résultats de ces calculs se trouvent parfois conservés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas effacés aussitôt qu'ils ont été produits. Donc les calculs avec mémorisation, de la génétique en particulier, s'effectuent avec une efficacité qui est croissante et donne naissance à de nouveaux organismes, toujours plus complexes, ce que nous nommons la complexité organisée. Les cerveaux des vertébrés donnent un sens, gardent le souvenir aussi de ce qu'ils vivent, partiellement. Chez les humains,
le langage, l'écriture, accroissent l'efficacité des traitements informationnels et le stockage cumulatif des résultats progressivement acquis. Les technologies de l'information conduisent encore à un niveau supérieur de capacité de calcul et de mémorisation, et conduisent à de nouveaux progrès en efficacité aussi bien pour le calcul que pour la mémorisation massive des informations. Et puis, n'oublions pas cette idée quand même tout à fait fascinante que depuis 60 ans, les progrès qu'il y a eu en termes de calcul, de vitesse de calcul et de mémorisation sont d'un facteur supérieur à 1 million. J'ai mis 1 million ici, mais c'est en fait plus que ça. Donc l'évolution de l'univers serait un progrès du calcul et du stockage cumulatif de l'information, en même temps qu'une montée en puissance de sa complexité organisée. C'est pour ensemble. Alors, ici, il faut s'arrêter parce que qu'est-ce qu'on entend par complexité? Quand un biologiste parle de complexité, qu'il dit que le cerveau humain est complexe, etc., en fait, il y a quelque chose qui n'est pas très clair et qui, sur un plan mathématique, en général, n'est pas du tout formalisé. Tout le monde a l'impression de comprendre ce que c'est que la complexité des êtres vivants et l'augmentation de la complexité quand on passe d'un ver de terre à un être humain, mais ce n'est pas si simple que ça. Et donc, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que la théorie de la complexité, la théorie de la calculabilité, a mis en avant deux notions de complexité. La plus importante des deux, c'est certainement celle introduite par Andrei Kolmogorov et Grigory Shetin. Léonid Levin aussi a participé à ça. C'est celle de ce qu'on appelle complexité de Kolmogorov, ou complexité de Shetin, ou complexité de Shetin-Kolmogorov. On va simplifier. On va parler de complexité de Kolmogorov. Pour mémoriser un objet numérique, le mieux qu'on puisse faire, c'est de réserver une place. Et si on cherche à la rendre minimale, cette place, si on cherche à minimiser, à trouver le plus court programme, la plus courte représentation symbolique en termes, on va dire, de 0 et de 1 pour simplifier, la longueur de ce programme va correspondre à ce qu'on appelle la complexité de Kolmogorov, la taille du plus petit programme qui permet d'engendrer un objet numérique OB. Pour une image, par exemple, on va chercher le taux de compression le meilleur, et ce taux de compression le meilleur va donner une image qui permettra de reconstituer l'image initiale, mais qui contiendra un bien plus petit nombre de bits d'information que l'image totale. Donc la complexité de Kolmogorov, ça se réfère à la version comprimée optimale de l'objet. Ce qu'il faut avoir conscience quand on parle de complexité de Kolmogorov, c'est que c'est une mesure du contenu en information, et on pourrait dire du contenu incompressible d'information. Et quels sont les objets qui vont être les plus complexes au sens de la complexité de Kolmogorov, Shetin-Kolmogorov? Ce sont les objets aléatoires, qui ne sont pas structurés. Une page, une image grise composée pour moitié de pixels blancs, pour moitié de pixels noirs mis dans le désordre le plus total possible, c'est une image aléatoire, et c'est ce type d'image en noir et blanc qui va avoir, parmi les images en noir et blanc, la complexité maximale. Donc c'est les objets aléatoires qui vont concentrer le plus grand contenu en information. Les objets structurés, par exemple la photo d'une ville, d'un microprocesseur, pour simplifier, imaginons simplement en noir et blanc avec uniquement des pixels blancs et des pixels noirs, vont avoir une complexité de Kolmogorov plus petite. Elles peuvent être compressées parce que justement il y a des régularités dans ces objets qui peuvent être exploités et qui sont exploités par les algorithmes de compression d'images. Leur contenu en information est sensiblement plus petit que leur taille, et donc sensiblement plus petit que la quantité d'informations qu'il y a dans une image aléatoire en noir et blanc. Et il est donc faux de croire que la complexité de Kolmogorov mesure la richesse en structure d'un objet. Pour y arriver, il faut utiliser d'autres notions. Il y en a une principale qui, moi, à mon sens, s'impose, c'est celle dont on va parler tout de suite, la profondeur logique de Bennett. Charles Bennett a introduit cette notion. La date exacte de son introduction, c'est avant 1988, puisque l'article principal qu'il a publié sur cette notion est paru en 1988. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette profondeur logique de Bennett? Alors, c'est un petit peu compliqué à comprendre et je ne vais pas chercher à le justifier parce que ça prendrait un quart d'heure, mais je vais dire c'est le temps en nombre de pas de calcul qui permet de reconstituer
un objet numérique OB à partir de sa représentation optimale compressée. Donc, ça se réfère indirectement à la complexité de Kolmogorov. On cherche la compression optimale d'un objet, ou une très bonne compression, hein, parce que la compression optimale, ça peut être difficile, voire quasi impossible à obtenir, et puis on décompresse cet objet comprimé, enfin, cette représentation comprimée de l'objet, et le temps que va prendre, ou le nombre d'étapes que va prendre cette décompression, c'est ça la profondeur logique de Bennett. Bon, il y a toutes sortes de difficultés à bien gérer ça, il faut introduire un paramètre si on veut. Bon, je passe un peu sur ces difficultés-là, ce n'est pas l'objet de mon exposé, mais c'est une notion qui est plausible de mesure de la complexité organisée. Ça mesure un contenu en calcul, celui nécessaire pour passer de la forme optimale compressée à sa forme explicite. Entre l'ordre répétitif trivial et le désordre total, souvent, on trouve les objets qui sont fortement structurés, qui vont donc avoir une complexité de Kolmogorov qui va être intermédiaire. Par contre, les objets les plus fortement structurés, ce sont eux qui vont avoir un contenu en calcul le plus important. On peut résumer ce que je viens de dire en deux égalités. Le contenu en information, c'est la complexité de Kolmogorov, contenu incompressible d'information, et le contenu en calcul, qu'on peut assimiler, je n'ai pas cherché à justifier très précisément pourquoi, un contenu en structure, c'est la profondeur logique de Bennett. Je vais juste donner un exemple que Hector Zenil reconnaît, puisque ça correspond à un travail qu'on a fait ensemble il y a quelques années, où on a pris donc, ces 7 images différentes en noir et blanc, et on les a classées par des méthodes de calcul approximatif, par complexité de Kolmogorov croissante et par complexité de Bennett, donc par profondeur logique de Bennett croissante. Et alors ce qui se passe, ça va illustrer un petit peu les propriétés de ces deux notions. Quand on considère, donc première ligne, la complexité de Kolmogorov, l'image toute noire, c'est elle qui a la complexité de Kolmogorov la plus faible. Il n'y a pas d'information dans une image toute noire. Une image toute blanche, ça aurait été pareil. Et ensuite, l'image qui a la plus forte complexité de Kolmogorov, c'est l'image qui est celle-ci, qui est une image aléatoire de pixels blancs et noirs. Et puis, ça c'est l'image d'un microprocesseur, ça c'est une image géométrique symétrique, ça c'est des images répétitives périodiques, et ça c'est une sorte de bout de texte photographié. Se classe avec la technique qu'on a utilisée, qui est de mettre en œuvre un algorithme de compression, dans cet ordre-là, pour la complexité de Kolmogorov. Et ce qu'il faut bien remarquer surtout, c'est que l'objet aléatoire a la complexité de Kolmogorov la plus importante. Dans le cas de la profondeur logique de Bennett, l'ordre est complètement changé. Alors, l'objet qui a la complexité, la profondeur logique de Bennett la plus faible, c'est l'image toute noire. Celle qui vient en second, c'est l'image aléatoire. Pourquoi est-ce qu'elle vient en second? Elle vient en second parce qu'une image aléatoire, en fait, c'est pas compressible. Et donc le temps qui va être pris pour décompresser l'image, il est quasi nul ou très faible, puisqu'il n'y a pas de travail de calcul à faire pour décompresser l'image. La version comprimée optimale, c'est à des détails près insignifiants, ça dépend des techniques qu'on utilise, c'est l'image elle-même. Donc, c'est elle qui arrive en second. Elle est passée de la place d'image avec la complexité de Kolmogorov la plus élevée à seconde en complexité de profondeur logique de Bennett. Alors, non, je continue encore un ou deux commentaires. Et puis alors, ici, mais peut-être que ce n'est pas significatif, il faut approfondir les tests. L'image qui se trouve avoir la complexité de Bennett, la profondeur logique de Bennett la plus importante, c'est l'image d'un microprocesseur, et puis bon, les autres sont classés comme ça. Les images relativement peu structurées, comme par exemple, ça c'est des motifs périodiques, c'est un motif périodique qui est répété, sont effectivement parmi celles qui contiennent, dans cette expérience de calcul, une complexité de Bennett faible. Donc voilà, c'est pour bien comprendre les idées. Donc, quand on dit que l'évolution cosmique accroît la profondeur logique de l'univers, par exemple, alors, on ne va pas reprendre la discussion qu'on a eue en voiture, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire qu'on va accepter qu'il y ait un certain niveau de discrétisation de l'univers,
qu'on peut assimiler finalement à un objet numérique. Il faut accepter cette hypothèse qui a un sens. On peut donner un sens à cette idée de discrétisation de l'univers. Et quand on parle de complexification de l'univers, à ce moment-là, c'est l'ordre complexe qui représente du désordre aléatoire, enfin, du désordre, du hasard. Et finalement, une façon de le voir avec ces deux notions de complexité de Kolmogorov et de profondeur logique de Bennett, c'est de les voir justement comme un accroissement de la profondeur logique de Bennett, pas de la complexité de Kolmogorov, puisqu'au départ, si l'univers est complètement aléatoire, ou s'il est essentiellement aléatoire, c'est à ce moment-là qu'il a la complexité de Kolmogorov la plus élevée. Donc, cette conception donc suggère, conjecture, on peut dire, peut-être pour être plus prudent, une interprétation informationnelle et computationnelle de ce qui s'est passé dans les stades primitifs de l'univers, de l'évolution de l'univers, plus tard avec la formation des étoiles, plus tard encore avec le développement de la vie sur Terre. L'apparition des êtres vivants, en particulier des humains et de leur technologie, ce sont des progrès à la fois dans la richesse en organisation du monde, mais aussi, si on regarde d'un petit peu plus près, en richesse dans la capacité des objets qu'il y a dans l'univers à mener des calculs efficacement, donc de plus en plus rapidement, et de préserver les résultats de ces calculs, c'est-à-dire de disposer de mémoires qui vont les stocker. Donc les deux choses vont ensemble. Capacité d'organisation, organisation de plus en plus fine, et puis capacité à produire des calculs et à préserver les structures de plus en plus optimisées. Alors, avec cette vision, c'est une sorte de conjecture, de vision philosophique sans doute discutable, l'univers devient un dispositif de calcul et de mémorisation, une sorte de gigantesque ordinateur qui se perfectionne sans cesse pour produire toujours plus de complexité organisée, et la capacité d'en produire de nouvelles. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il devient plus complexe, il s'équipe, ou il est habité par des êtres, des machines, qui ont une capacité de calcul accrue et une capacité de mémorisation toujours plus grande. Alors, on peut raisonner et voir ça à propos de l'évolution biologique, on peut voir ça comme un immense calcul. John Mayfield a développé cette idée-là et l'a soutenue dans un livre dont j'ai mis la référence ici. Les calculs de l'évolution par la sélection naturelle sont assez différents de ceux qu'un ordinateur réalise, bien sûr, mais on sait bien aussi que quand on manipule des ADN et des ARN qui portent de l'information, cette information est combinée, copiée, réparée, et qu'il y a vraiment une sorte de calcul qui s'effectue dans une cellule biologique. Sur le long terme, ces calculs modifient, perfectionnent les structures du vivant. Quand les êtres, les mammifères par exemple, apparaissent avec des cerveaux de plus en plus gros et contenant un plus en plus grand nombre de cellules nerveuses. C'est cette capacité de calcul augmentée qui constitue une sorte d'évolution vers plus de complexité. Des gens comme Antoine Danchin et Cédric Gaucherel, par exemple, avec qui j'ai travaillé, ont développé un peu cette notion, cette idée-là. Donc, j'insiste quand même sur une erreur qui a été assez souvent commise, de croire que la complexité de Kolmogorov, c'est elle qu'il faut utiliser pour parler de complexification. Ça, c'est une erreur. La complexité de Kolmogorov n'est pas l'outil théorique qui permet de parler de complexification. En réalité, ce n'est pas un contenu en information qui augmente, ce contenu en information peut-être même qu'il diminue au fur et à mesure que la matière s'organise, au moins localement, c'est le contenu en structure qui augmente et qui se développe, donc assimilable à une augmentation de la profondeur logique de Bennett. Alors, il y a un parallèle qu'on pourrait faire, et je vais l'évoquer, c'est que Howard Odum a introduit le concept d'émergie. C'est l'émergie dans un système vivant, social ou technique, un mur en béton par exemple, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour le créer en considérant son origine la plus probable
dans le contexte où on rencontre par exemple ce mur, cette maison, cette voiture, etc. Donc c'est un concept d'ingénieur, technicien qui essaie de mesurer le contenu en information qu'il va y avoir dans les objets qu'on rencontre dans le monde physique. La profondeur logique de Bennett, de la même façon, elle mesure la quantité de calculs qu'il a fallu pour mener et obtenir un objet à partir de son origine la plus probable. J'insiste pas sur cette notion d'origine un peu plus probable qui est assez délicate, mais ça pourrait être mis tout à fait en parallèle, et on pourrait dire, après tout, peut-être que la profondeur logique de Bennett, c'est pareil que l'énergie. Alors, façon suivante. Mais en fait, donc, cette idée de les mettre en parallèle, et pourquoi pas de les réduire l'un à l'autre, ça pourrait marcher si le coût en énergie du calcul était constant. Mais ça, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas du tout ce qui se passe dans l'univers. Le coût en énergie du calcul, même en se limitant simplement au calcul fait par nos ordinateurs, a diminué, comme je le rappelais tout à l'heure, d'un facteur plus d'1 million en quelques dizaines d'années. Et puis, selon les endroits où le calcul est fait, l'énergie utilisée pour mener un calcul va être tout à fait différente. Et puis, par ailleurs, il y a un autre fait qui peut être évoqué, pour pas qu'on confonde l'énergie et la profondeur logique de Bennett, c'est que des calculs peuvent être faits sans que rien ne soit mémorisé des résultats de ces calculs. À ce moment-là, il n'y a aucune profondeur logique de Bennett qui est accrue dans un tel processus. La profondeur logique de Bennett donc, est une sorte de mesure du travail de calcul nécessaire pour obtenir une structure. Cette mesure ne prend en compte que les calculs dont les résultats persistent. Ceux qui sont effacés tout de suite après avoir été menés ne vont pas compter dans cette histoire-là. Le contenu en calcul n'est pas évaluable en termes énergétiques, c'est autre chose. Donc ce n'est pas une notion de physique, c'est une notion qui provient de l'informatique, de la théorie du calcul, c'est autre chose, et ça ne se réduit pas à une notion physique. Alors maintenant, il me reste 10 minutes pour exposer la fin de l'exposé. Si on réfléchit à ce à quoi nous tenons en tant qu'être humain et ce à quoi nous accordons de la valeur, eh bien, je vais énoncer un certain nombre de choses qui sont assez évidentes, j'imagine. Évidemment, pratiquement dans toutes les sociétés, on accorde de l'importance à la vie humaine, on accorde de l'importance à l'art, à la littérature, à la musique. Je ne vais pas détailler plus. Aux sciences aussi, le fait que les sciences se développent, on considère que c'est une chose souhaitable, et une bonne chose. Et si on réfléchit à ce que sont les sciences, ce sont des développements qui établissent des rapports entre l'image que nous avons du monde et le monde lui-même. Donc ce sont des moyens de construire de nouvelles structures dans l'univers. Ces rapports que nous avons entre ce que nous comprenons de l'univers et l'univers lui-même. Ces structures d'ailleurs se perfectionnent par la recherche, c'est-à-dire par l'organisation d'expérimentations qui sont assimilables d'une certaine façon à des calculs, mais aussi par les progrès des théories physiques et mathématiques, et ces progrès sont aussi assimilables à du calcul, et qui permettent encore de formuler des hypothèses et de les sélectionner. Et là encore, il y a un travail de calcul. Donc le progrès des sciences est d'une certaine façon un progrès aussi de la quantité de calculs que l'on met dans l'univers. Préserver des espèces qui sont menacées de disparition, c'est aussi un point sur lequel pratiquement tout le monde est d'accord. C'est quelque chose qui est nécessaire. Il est plus grave de faire disparaître une espèce que de tuer un animal. Tuer un animal, on peut avoir une vision plus ou moins sévère vis-à-vis d'un tel comportement. Mais faire disparaître une espèce, c'est encore pire, puisqu'on va faire disparaître un type de structure qui existe et qui n'existera plus quand l'espèce aura disparu. C'est un jugement moral qui correspond en fait parfaitement à ce que suggérerait un principe de maximisation de la profondeur logique de Bennett, si on accepte les assimilations que j'ai proposées. D'une certaine façon, on peut dire que dans la Bible, l'idée de Noé, qui consiste à mettre un couple de chaque espèce, ou plusieurs, 2 ou 3, je crois que ça dépend des espèces, dans son arche pour les préserver, c'est une idée qui correspond exactement à cette idée-là. Plutôt que de mettre tous les moutons dans son arche et puis d'abandonner les éléphants, etc., il choisit de mettre
un couple de chaque espèce. Donc voilà, donc c'est quand même assez amusant de penser qu'il y a 3 millénaires, quand les rédacteurs de la Bible ont envisagé l'idée de Noé, ou ont présenté l'histoire de Noé, ils avaient déjà en quelque sorte cette idée que ce qui compte, c'est la préservation des espèces plus que la préservation directe et simple des êtres vivants. Le principe aujourd'hui qui est souvent évoqué de préserver notre environnement, on peut encore le ramener aussi à cette idée de préserver la complexité organisée. Pareil, détruire un livre qui n'existe qu'en un seul exemplaire, ça va être considéré comme plus grave que brûler un exemplaire d'un livre qui existe par ailleurs en 10 millions d'exemplaires toujours disponibles. Pareil pour brûler un tableau dont on n'a aucune copie, etc. Tout ce qui contribue à faire baisser la complexité organisée est, dans l'esprit de la majorité des humains, une mauvaise chose. Donc ça, c'est quelque chose, une sorte de constatation qu'on doit faire. En complément, créer, protéger et collectionner, c'est quelque chose qui est considéré comme bien. Nous dépensons de l'argent pour que les œuvres d'art anciennes soient collectées, restaurées, soigneusement répertoriées, photographiées, rangées dans les musées. Et nos musées sont une preuve que nous aimons la complexité organisée et que nous nous faisons un devoir de la conserver dans toute sa diversité. Il semble que, sans le formuler très explicitement, nous cherchons à augmenter la complexité organisée du monde. Voilà. Donc un principe moral sur lequel un grand nombre d'humains se retrouvent, je ne dis pas que ça recouvre tous les principes moraux, mais sur lequel un grand nombre d'humains se retrouvent, exige que l'on protège, qu'on se donne les moyens d'augmenter cette richesse en structure organisée. Cela concerne, donc je l'ai déjà dit, les êtres vivants, les humains, les œuvres d'art, les théories scientifiques, les organisations sociales, tout ce qui maintient et facilite la multiplication de ces choses-là, donc à un second degré. Assez naturellement, quand on admet les principes que j'ai exposés un petit peu comme des conjectures, une sorte d'éthique de la complexité organisée semble naturelle. Le bien, dans cette éthique, ça serait de conserver, créer, contribuer à faire croître la complexité organisée. Alors Charles Bennett lui-même a esquissé cette idée-là, et avec Clément Vidal, un chercheur belge, j'ai aussi développé cette idée-là en essayant de la rendre un peu plus précise et puis de poser certains problèmes techniques qui peuvent se poser quand on défend cette idée-là. Donc j'ai mis les références ici. Quels sont les points en faveur d'une telle éthique de la complexité organisée? D'une part, premièrement, si on y réfléchit, c'est ce que j'ai essayé de faire avec vous, elle est présente déjà dans une majorité de systèmes moraux ou éthiques qui se retrouvent et convergent sur les impératifs que donne cette éthique. Elle serait donc un moyen de se définir, de trouver un terrain d'entente réunissant un grand nombre d'êtres humains, sans contredire ce que déjà ils adoptent comme valeur. Donc ce sera une sorte de complément ou de précision dans les systèmes de valeurs qui sont adoptés par les humains. Et il y a quelque chose qui est aussi intéressant dans cette conception, dans ce principe de maximisation de la complexité organisée, c'est qu'on peut la qualifier d'universelle. Elle est universelle dans deux sens différents. Elle est universelle dans le sens où elle s'oppose au nationalisme, au spécisme, la croyance que certaines espèces méritent de la considération à l'exclusion de toutes les autres, et aux morales étroites, nationales, etc., en accordant de la valeur à un grand nombre d'êtres vivants et non pas simplement à une petite liste limitée ou habitant dans une région géographique limitée. Elle promeut donc une idée généreuse et large de ce qui doit être préservé et encouragé. Donc ça, c'est une forme d'universalité. Et elle a une autre forme d'universalité qui, je pense, mérite qu'on y réfléchisse, c'est qu'elle s'applique à tous les êtres, elle est susceptible de s'appliquer à tous les êtres doués d'une certaine autonomie. Donc les humains, les animaux, les extraterrestres, il y en a. Mais surtout, ce qui nous concerne plus, ce sont les robots et les intelligences artificielles. Donc, parce que les robots et les intelligences artificielles, on va sans doute devoir vivre avec elles. À une époque où nous commençons à envisager que nous aurons à vivre avec des êtres intelligents de nature différente de la nôtre, il est intéressant de savoir qu'il existe une éthique de formulation simple qui n'est pas centrée uniquement sur les êtres humains et que cette éthique, d'une certaine façon, grâce à la formalisation de la notion de complexité par Charles Bennett, peut
a un sens précis, j'ai envie de dire simplement scientifique. Nous aurons peut-être à nous entendre avec d'autres mondes vivants. Il faudra donc partager des valeurs avec eux, y compris, donc, on pense aux robots, et penser le bien et le mal sans se référer uniquement à l'être humain ou au monde vivant d'ici, contrairement au principe d'Isaac Asimov, dans les grands principes de morale d'Isaac Asimov. Donc ça me semble être une meilleure... Alors, je ne vais pas développer cette partie pour ne pas prendre trop de temps et des questions. Il y a des obstacles à ça, mais on peut répondre ou réfléchir à ces obstacles. Et en fait, l'idée de défendre cette théorie ne me semble pas absurde. Okay, on passe. Conclusion. Donc les réflexions dans lesquelles on se trouve engagé, en envisageant, alors de manière hypothétique plus ou moins selon les sensibilités, cette éthique de la complexité organisée mérite, je pense, qu'on y réfléchisse. Elle pourrait conduire à une morale élégante, aux visées autorisant mieux les déplacements de soi que les morales strictement humanistes ou centrées sur des valeurs étroites, comme le bonheur ou je ne sais quoi. On serait mieux à même d'affronter l'existence de véritables intelligences artificielles, de nous entendre avec elles et pourquoi pas de les programmer aussi. Voilà, je m'arrête ici. Merci bien Jean-Paul Delahaye pour cette présentation qui nous amène aussi à la prochaine. Le temps, je laisse mon collègue Nick préparer la séquence. Une ou deux questions? Moi, j'en ai peut-être une. Je reprends des échanges et des discussions que j'ai eues avec Grégory Chaitin dans sa proposition de définir ce qu'est le hasard, puisqu'on part de la théorie algorithmique de l'information. Compresser, c'est comprendre ou décrire un phénomène. Donc la compression permet de... Dans la définition du hasard qui est proposée par Chaitin et je pense aussi Kolmogorov, c'est une description assez sévère, restrictive du hasard. C'est-à-dire un objet qui est aléatoire, on ne peut rien dire pour le résumer. La seule manière de le décrire, c'est de le donner à voir. Donc, ce que je veux dire par là, on prend l'exemple de pi. Les décimales de pi peuvent apparaître comme une succession de chiffres aléatoires. Mais le fait de pouvoir le résumer, ou le décrire, pi, ou le calculer facilement, c'est une compression. Donc, de ce point de vue-là, ce n'est pas un nombre aléatoire. Donc, peut-être est-ce que cette notion de hasard, vous pouvez peut-être l'éclairer sur cette idée que ce n'est pas compressible, en fait, le hasard, c'est ça? Est-ce que... Oui, alors l'idée que comprendre c'est compresser, moi je la prouve totalement. Mais quand on cherche à mesurer le contenu en structure d'un objet, c'est pas la bonne notion. Donc ce n'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai dit et ce que défend Grégory Chaitin concernant la compression. Comprimer et comprendre, ça peut être vu comme deux choses quasiment équivalentes, ce que tu as rappelé aussi. Maintenant, ça ne contredit pas du tout l'idée qu'avec cette notion de complexité de Chaitin-Kolmogorov, on n'a pas une notion de contenu en structure, de contenu en calcul, et qu'il faut donc chercher autre chose. Et cette autre chose, ça peut se discuter, mais je pense que la voie qui a été ouverte par Bennett du temps de décompression c'est la profondeur logique ce qu'on appelle la profondeur logique de Bennett, eh bien c'est une voie qui est à envisager sérieusement. Sans doute qu'elle n'est pas tout à fait complète et que les choses sont encore un peu plus compliquées que simplement de prendre cette notion, mais c'est une notion qui, en tous les cas, ouvre une porte vers une définition formelle de ce que serait le contenu en structure d'objet, et en particulier qui permet de donner une idée que ne donnent pas les biologistes en général de ce qu'est la complexification. Quand on parle de complexification, si on y réfléchit bien, on ne parle jamais de l'augmentation de la complexité de Kolmogorov. C'est pas du tout ça. C'est autre chose. Et c'est autre chose, c'est quoi? À mon sens, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'augmentation de la profondeur logique de Bennett que de l'augmentation de la complexité de Kolmogorov.